Salut Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez étonnant, je trouve. Ah oui, c'est-à-dire? Ça s'appelle Dynamic Thought or The Law of Vibrant Energy. C'est de William Walker Atkinson, publié en 1906. Ah, Atkinson. Oui, oui, je vois. Un personnage intéressant. Il présente son livre un peu comme un mariage, c'est ça? Exactement, un mariage entre les enseignements occultes anciens et la science la plus pointue de son temps. C'est ça. Et il n'hésite pas à lancer une petite pique à la science d'ailleurs. Ah bon? Comment ça? Il dit qu'elle a tendance à se moquer des faits occultes, et puis hop, elle les redécouvre plus tard sous d'autres noms. Ah oui, l'exemple du mesmérisme? Exactement. Devenu hypnotisme, puis finalement suggestion, comme si le nouveau mot changeait la nature du phénomène, quoi. C'est bien vu. Bon, alors, notre exploration aujourd'hui, c'est de vraiment saisir l'essence de sa théorie. L'idée que la pensée est une force dynamique, c'est ça? Oui, une force réelle, vibrante, et que l'univers lui-même, au fond, serait vivant et mental. Rien que ça, hein. C'est ambitieux comme programme. Carrément. On va donc décortiquer comment il arrive à cette vision en liant matière, énergie et esprit d'une façon assez radicale pour 1906. Alors, par où il commence? Il pose d'emblée que la vie et l'esprit sont universels. Universel, c'est-à-dire? Ben, pas juste chez nous, les humains, ou les animaux, non, partout, jusque dans la matière qu'on croit inerte. Ah oui, d'accord. Même dans les minéraux. C'est ça, c'est son point de départ. D'accord. Et comment il développe ça? Il descend les chaises du vivant. Pour l'homme et l'animal, bon, il parle de raison, d'instinct. Des formes de mentation, c'est le terme qu'il utilise, je crois. Processus mental, en gros. Voilà. Mais ensuite, il passe aux plantes. Et là, il parle de leur appétence. L'appétence, ouais. Qu'est-ce que c'est? Cette sorte de tendance instinctive à chercher la lumière, l'eau. Il va même jusqu'à parler d'une forme de goût qui leur permettrait de choisir leurs nutriments. Intéressant. Il donne des exemples concrets? Oui, les plantes insectivores, par exemple. Il dit qu'elles montrent une discrimination étonnante. Elles savent faire la différence entre, mettons, un insecte et un petit caillou. C'est l'idée. Une forme de discernement très basique, quoi. Bon, pour les plantes, on peut imaginer une sorte de sensibilité à la limite. Oui, Mais alors, quand il étend ça au règne minéral, là, ça devient vraiment surprenant, non? oui, c'est là qu'on se dit, oula, comment il justifie ça? Mais il cite des observations, ou du moins des interprétations de l'époque. Par exemple, la fatigue des métaux. La fatigue. Comme nous quand on a trop travaillé. Un peu. On savait déjà qu'un métal trop sollicité finit par casser. Mais si on le laisse se reposer, Il récupère. il peut récupérer certaines de ses propriétés, oui. Il parle même de métaux qui peuvent attraper des maladies. Des maladies? Sérieusement? Oui, il cite des cas d'alliage d'étain ou de zinc qui peuvent être infectés, se désagréger en poudre. Et ça peut se transmettre comme une contagion? C'est ce qu'il avance, en se basant sur des écrits de l'époque. Il mentionne aussi la sensibilité des minerais à la pression. Mais son argument clé, ce sont les cristaux. Ah, les cristaux. Un classique dans ce genre de pensée. Qu'est-ce qu'il en dit? Il souligne leur croissance très ordonnée selon des lois géométriques précises, comme s'il y avait un plan interne, Mhm. et leur capacité à se réparer. Si on brise un cristal, dans les bonnes conditions, il peut reconstituer sa forme parfaite. Impressionnant, ça. Et il va plus loin. Il parle d'une forme de reproduction par scission, un peu comme les formes de vie les plus simples, la monère, cet organisme unicellulaire. D'accord. Donc, croissance, réparation, reproduction, pour lui, c'est des signes de vie. Exactement. Une vie et un esprit rudimentaire. Il ajoute aussi l'attraction cohésive. Ce qui fait tenir les molécules ensemble. Voilà. Et l'affinité chimique. Les atomes qui préfèrent s'assembler avec certains plutôt qu'avec d'autres. Leur désir mutuel, comme il dit. Tout à fait. Pour lui, ce sont aussi des preuves de cette vie, de cet esprit fondamental. Sa conclusion est radicale. Chaque atome vit et bouge. Bon, ok. Première étape, tout est vivant, tout est mental. C'est posé. Ensuite, il redéfinit les bases de l'univers. Oui, il simplifie. Pour lui, il n'y a que deux aspects. La substance, donc la matière, Et l'esprit. d'accord. Et la force, l'énergie, elle passe où? C'est pas une troisième chose? Non, et ça c'est vraiment un point central. Il dit que toute force, toute énergie, tout mouvement sont le résultat d'une action vitale mentale. Donc la force n'est pas extérieure à la matière, elle vient de l'intérieur. Elle émane de l'esprit inhérent à la substance. C'est l'esprit dans la matière qui est la source de la force. C'est une inversion totale de la perspective habituelle. C'est clair.
Et la substance elle-même, la matière, il en dit quoi plus précisément? Il reprend les connaissances de son temps, solide, liquide, gazeux, et il ajoute la matière radiante. Ah oui, les découvertes récentes de l'époque, les électrons, les corpuscules comme on disait. C'est ça, rayon cathodique, radioactivité. Il rappelle aussi les niveaux, masse, molécules, atomes. Et il insiste sur ces corpuscules électrons. Et il a une idée derrière la tête avec ça, non? Il suggère qu'il pourrait être la matière primordiale, la brique unique de tous les éléments. Une idée qui annonce, d'une certaine manière, des recherches bien postérieures en physique. Pas faux. Et au cœur de tout ça, il place une loi maîtresse, la loi de l'attraction. Ah oui, la fameuse loi de l'attraction. Mais attention, pas juste au sens développement personnel qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Pour lui, c'est bien plus fondamental, hein. Oh oui, absolument. C'est la loi de l'univers. La gravitation en est l'exemple le plus flagrant. Et un mystère pour la science de l'époque. Action instantanée, pas de médium visible, ça traverse tout. Exactement. Et la réponse d'Atkinson, c'est l'attraction mentale. Un désir cosmique. Un désir? Oui. Et il étend ça. Toutes les formes d'attraction découlent de cette même loi mentale. La cohésion moléculaire, Qui fait qu'un caillou est solide. l'adhésion entre surfaces, La colle, quoi. et surtout l'affinité chimique. Ces atomes qui se choisissent, qui forment des liaisons stables. Ces mariages chimiques, comme il dit. Tout ça, c'est du désir mental pour lui? C'est une manifestation de ce désir fondamental inhérent à la matière. Une expression de l'esprit en elle. D'accord, l'attraction est mentale. Mais alors l'énergie, la lumière, la chaleur, l'électricité, ça vient d'où? Ça découle aussi de cette attraction mentale. L'attraction est la source de toute énergie, selon lui. Il fait une distinction, je crois. Oui, entre l'énergie attractive, la force de gravité elle-même, la cohésion, et l'énergie rayonnante. Lumière, chaleur, magnétisme. Voilà. Et cette énergie rayonnante, elle vient des vibrations des particules, des atomes, des électrons. Et qu'est-ce qui les fait vibrer? L'attraction. C'est le jeu constant de l'attraction qui met les particules en vibration et génère ces rayonnements. C'est un cercle, en quelque sorte. C'est ça. Il ajoute même une touche philosophique avec deux désirs fondamentaux. L'impression Le besoin de connexion, d'attachement, et l'expression. le besoin de liberté, de mouvement. Et c'est la tension entre les deux qui crée tout le dynamisme de l'univers. Je vois. Donc tout est lié à cette action vitale mentale. Pas de force aveugle, pas de matière morte. C'est une vision très animiste, au fond. Tout à fait. Et logiquement, il doit ensuite expliquer comment cette force mentale se propage. Oui, comment la lumière voyage, comment la chaleur se transmet, et surtout cette fameuse gravitation instantanée. Exact. Et pour ça, il va devoir s'attaquer à un dogme de la physique de l'époque, l'éther. Ah, l'éther, luminifère, ce milieu supposé remplir tout l'espace. Voilà, pour que les ondes lumineuses et électromagnétiques puissent voyager. Et pourquoi il le rejette, cet éther? On n'en entend plus parler aujourd'hui d'ailleurs. Parce que, dit-il, c'est un concept bourré de contradictions. Pour que la lumière vibre si vite, il fallait que l'éther soit hyper rigide, plus solide que l'acier. Ah oui, Mais en même temps, pour que les planètes tournent sans être freinées, il fallait qu'il soit infiniment rare, sans friction. solide comme l'acier et en même temps inexistant ou presque. C'est pas très logique en effet. Atkinson trouve ça absurde. C'était une sorte de rustine théorique, quoi. Alors, si ce n'est pas l'éther, qu'est-ce qui sert de médium pour transmettre l'énergie et la pensée selon lui? Sa réponse est audacieuse. Le médium, ce n'est pas matériel, c'est l'esprit lui-même. L'esprit universel dont il parlait au début? Exactement. La transmission d'énergie, comme la lumière ou la chaleur, serait une forme de transmission de pensée ou d'état mental, d'une particule à l'autre. Une transmission de pensée entre particules? Oui, à travers cet esprit omniprésent qui les connecte toutes. D'accord. Et comment ça explique la gravitation? Ce truc instantané qui passe à travers tout? C'est là que ça devient peut-être le plus spéculatif. Il imagine des lignes d'attraction mentale. Des lignes mentales, comme des fils invisibles. Oui, mais non matérielles. Des fils qui connectent chaque particule de l'univers à toutes les autres, en permanence. Attends, c'est comme un immense réseau mental interconnecté? C'est l'idée. Un réseau au sein de l'esprit cosmique. Du coup, la gravitation, Elle n'a plus besoin de voyager? bon, c'est juste la manifestation de cette connexion mentale constante, toujours présente. C'est pour ça qu'elle serait instantanée, Et elle n'a pas besoin de milieu matériel? puisque la connexion est mentale. Et elle n'est pas bloquée par les objets? Parce que la connexion existe à travers tout, au niveau de l'esprit.
C'est une explication assez élégante, même si elle est spéculative. Et ces mêmes lignes mentales, elles servent aussi pour la lumière, la chaleur. Oui, selon sa théorie, ces lignes d'attraction seraient les fils télégraphiques pour les ondes de pensée ou ondes d'excitation qui constituent l'énergie rayonnante. C'est le support de transmission. Voilà, ça expliquerait comment l'énergie voyage dans le vide apparent, en utilisant ce réseau mental sous-jacent. Donc, exit l'éther matériel et bienvenue à cet océan d'esprit cosmique qui imprègne tout. C'est vertigineux. Ça l'est. Et il note que même certains scientifiques de son temps commençaient à douter de l'éther matériel. Ah oui, il cite des noms, hein. Oui, Cope, Dolbear, Stockwell, des gens qui commençaient à se demander si l'éther n'était pas lié à quelque chose de mental ou spirituel. Il n'était peut-être pas si seul dans cette direction de pensée. Intéressant. Et toute cette théorie de la pensée dynamique, il ne l'applique pas qu'au cosmos, si. Il revient à l'humain. Tout à fait. Ça s'applique aussi à nous. Notre esprit humain utiliserait une substance très fine, le psychoplasme. Psychoplasme. Jamais entendu ce terme. C'est assez spécifique à Atkinson, je crois. Une sorte de substance mentale pour produire la pensée. Et penser, ça consomme de l'énergie mentale. Qu'il identifie à la force nerveuse de la science de l'époque. Oui, mais attention, il précise bien, ce n'est pas de l'électricité, c'est autre chose, de nature mentale. Et c'est l'esprit qui dirige cette force. Et il décrit même comment cette pensée peut se manifester autour de nous. J'ai lu des trucs sur l'aura, les couleurs de pensée. Ça devient très ésotérique là, non? Oui, là on bascule plus franchement dans des considérations proches de l'occultisme. Il parle de l'aura comme d'une atmosphère mentale autour de chaque personne. Un champ d'énergie personnelle. C'est ça, et des couleurs de pensée. Chaque émotion, chaque type de pensée aurait sa couleur, visible par clairvoyance. Genre le noir pour la haine, le rouge pour la colère. Voilà, le bleu pour le religieux, le jaune pour l'intellect, une palette assez détaillée. D'accord. Et ces pensées colorées, elles font quoi? Elles restent là? Non, justement, c'est là que ça devient dynamique. Quand on pense, on émettrait des particules de substances pensées. Thought stuff, il dit, Des particules de pensée? qui vibrent selon la nature de la pensée. Et elles voyagent Elles voyagent où? dans l'environnement, et grâce à la loi d'attraction, Encore elles? elles sont attirées par les esprits qui vibrent de la même façon. C'est son explication du « qui se ressemble s'assemble ». Ah, d'accord. Ces particules peuvent aussi imprégner des lieux, des objets, créer des atmosphères. On a tous ressenti ça, une pièce où on se sent bien, une autre oppressante. Pour lui, ce sont ces vibrations de pensée résiduelles. Et il va jusqu'à dire que ça peut persister après la mort. Mhm. Et les formes pensées, c'est quoi ça? Oui, il suggère que des pensées très intenses pourraient subsister longtemps. Et les formes pensées, ce seraient des créations mentales tellement chargées d'énergie et de concentration qu'elles deviendraient presque autonomes. Quasi vivante. C'est l'idée, capable d'influencer les autres. Et bien sûr, la loi d'attraction joue à plein pour nous, on attire ce qu'on désire fort. Mais aussi ce qu'on craint, ça c'est important. Très important. Et nos états mentaux, nos excitations, se transmettent, créant la contagion émotionnelle, l'influence. Donc pour lui, tout ça se tient. De la gravité à la télépathie en passant par l'affinité chimique, l'hypnose, la guérison mentale. L'attraction entre personnes. Tout découlerait de cette pensée dynamique dans un univers mental. C'est sa grande explication pour dire que les pensées sont des choses. Exactement. Une tentative d'unifier physique et psychique sous une même loi. Bon, pour résumer cette exploration, William Walker Atkinson, en 1906, nous propose une vision du monde où l'univers est fondamentalement mental. Et où la pensée est la force dynamique première. De l'attraction atomique à l'influence interpersonnelle, tout viendrait d'une action vitale mentale. Ce qui rend l'hypothèse de l'éther inutile et bouscule le matérialisme scientifique classique. Ce qui est frappant, c'est vraiment l'ambition de créer une théorie unifiée. Oui, expliquer avec un seul principe, cette pensée dynamique vient un esprit cosmique, des phénomènes aussi divers que la gravité et la télépathie. Une grande synthèse reliant science, psychologie naissante et ésotérisme. On comprend que ça ait pu fasciner à l'époque. Tout à fait. Une époque de découverte où on cherchait justement des lois universelles. Et il conclut en disant que la pensée dynamique est l'instrument de toute création, de toute vie. Ça laisse pensif. Ça ouvre une question vertigineuse qui dépasse peut-être même ses écrits. Laquelle? Et si l'univers lui-même, dans sa totalité, n'était que le produit de la pensée dynamique d'un esprit infini qu'il sous-tend?
Une sorte de conscience cosmique qui pense le monde à chaque instant? Voilà, une perspective. À méditer, assurément.